أوكي. إذن لا الآن في القسم الثاني وهي المقابلة بالفرنسية. On passe à la deuxième partie, c'est l'entretien sur exactement ces deux genres de méditation, mais à partir du livre du docteur Jacques Vigne, La méditation laïque. Jacques, d'abord, quelques questions sur la méditation elle-même qu'on vient de terminer là. Et donc, d'abord, quel est l'intérêt de ces deux préparations que tu viens de nous enseigner, que ce soit là l'index ou bien ces deux? Quel intérêt, comment elle peut en quelque sorte favoriser cette méditation qui est l'observation du souffle? Oui, donc pour faire une bonne observation, il faut avoir un point fixe, comme ça on sent bien toutes les petites différences qu'il y a. Et donc, quand on a ce point fixe, donc, ça donne un ancrage et à ce moment-là, on apprécie beaucoup mieux la liberté du souffle spontané. Donc ça, c'est pour le point. Et comme c'est pas si facile d'être concentré par la pure conscience sur un point fixe, eh ben, on fait un pincement qui rend physique, un peu comme une piqûre d'acupuncture, ce point fixe. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. C'est ce que conseillait Vibhu Sayadaw, qui était le maître d'Ubakin, qui a été lui-même le maître de Goenka. Et j'explique souvent que Ubakin a eu un autre disciple, Robert Auvert, qui a enseigné le Vipassana Kabat-Zinn. Et donc, que ce soit par Goenka ou par Kabat-Zinn, Vibhu Sayadaw a eu un grand impact sur la planète alors qu'il est resté tranquille dans ces montagnes du nord de la Birmanie. Simplement, de temps en temps, il allait animer 10 jours de retraite à Yangon. Il a eu cet impact, c'est-à-dire à travers ses deux disciples, Goenka et l'autre? Oui, c'est ça, et Robert Auvert et Kabat-Zinn, voilà. Et ce sont deux personnes qui ont enseigné deux méditations différentes? Ben, c'est la même base, hein, c'est le balayage du corps. Et voilà, donc ce n'était pas des disciples directs de Vibhu Sayadaw, c'était Ubakin qui était le disciple direct de Vibhu Sayadaw, mais après Robert Auvert et Goenka. Donc, on travaillait, si j'ai bien compris, hein, je dis ça de mémoire, mais je pense que c'est clair, tous les deux avec Ubakin, et ils ont ensuite interprété un peu son enseignement à leur manière, mais ça reste la même base. Tous les deux ont enseigné, c'est-à-dire la Vipassana? Oui, le Vipassana de Ubakin, tous les deux ont enseigné le Vipassana de Ubakin, et puis après, Kabat-Zinn a repris ça avec des corrélations scientifiques et des études. Jacques, pourquoi le nez est lié à l'avidité? Est-ce symboliquement ou pratiquement il incarne cette émotion? Ben, c'est les deux, hein, c'est symbolique et pratique, et on retrouve ça dans beaucoup d'expressions. Hein. Je vais mettre mon nez dans les affaires des autres. Hein. Donc en arabe, tu disais que c'est à peu près la même expression. Et aussi se laisser mener par le bout du nez, par son impulsivité, son avidité. Et donc, c'est lié à l'extériorisation, la curiosité, l'avidité, et ce sont des grands obstacles dans la méditation. Et donc, quand on rabat le nez, on rabat tout ça, et finalement, on rabat aussi l'ego. Et en français, il y a une expression qui est intéressante, c'est rabattre le caquet de quelqu'un. Le caquet, je crois que ça s'écrit C-A-Q-U-E-T, et sans doute ça veut dire le bec, donc le nez. Et en rabattant le caquet de quelqu'un, on rabat son orgueil, on rabat son ego. Donc le bout du nez est relié à l'ego. Le bout du nez est lié à l'ego. Donc, en rabattant le bout du nez, on rabat l'ego, et c'est un travail fondamental de la méditation. En plus, l'arête du nez est reliée de façon réflexe à la colonne vertébrale. Donc, quand on rabat
le bout du nez, on arrondit toute l'arête du nez. Ça amène à arrondir la colonne vertébrale. Et si on fait ça le soir avant de s'endormir, ça aide à s'endormir parce que l'endormissement, c'est beaucoup un enroulement. Et donc, ça, c'est L'endormissement important. est un enroulement, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand on s'endort, on revient comme un bébé dans le sein de sa mère. Et le bébé dans le sein de sa mère, il est un peu comme une crevette, il est enroulé sur lui-même. Okay. Et donc, ça, c'est important. Et alors, dans la méditation, on veut se détendre, se reposer comme quand on s'endort, mais on veut quand même garder la vigilance. Et donc, c'est possible avec une technique simple. En même temps qu'on rabatte la pointe du nez, on pousse le milieu du dos avec une main de lumière. Donc, rabattre la pointe du nez, c'est l'endormissement, c'est la détente, c'est le système parasympathique. Pousser le milieu du dos avec la main de lumière, c'est le redressement, c'est la tension, c'est la stimulation du système sympathique. Et donc, on a une co-stimulation du système parasympathique et sympathique quand on fait les deux. Et donc, ça facilite l'entrée en méditation profonde, comme on l'a vu souvent. Okay. Ben, tu as parlé… Donc là, je n'ai pas parlé de la poussée dans le milieu du dos quand on a fait la technique, mais si on fait le rabattage du nez pour la méditation, il faut rajouter la poussée au milieu du dos. Par contre, si on fait le rabattage de la pointe du nez pour l'endormissement, il ne faut pas redresser le dos, sinon on ne réussira pas à s'endormir. Cette marche en rond, quand on tourne en rond, tu as dit de garder le centre à droite, mais je n'ai pas compris parce que quand on fait ce rond, souvent le centre il est à droite, mais en complétant le rond, il peut s'inverser. Alors non, quand on tourne autour d'un temple, si on commence à tourner et que le temple est à droite, il reste toujours à droite. C'est ce qu'on appelle pradakshina en sanskrit. Dakshina, c'est la droite, et pra, ça veut dire vers, c'est-à-dire on a le temple vers la droite, vers sa droite. Oui, et donc on le garde tout le temps à droite. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Des planètes, non? Pardon, est-ce que c'est le mouvement des planètes? Mais alors, est-ce que c'est… La Terre tourne comme ça autour du Soleil. Oui, mais il ne faut pas raisonner en termes astronomiques parce que les anciens Indiens ne connaissaient pas l'astronomie comme on l'a nous, mais il faut raisonner par où va le Soleil. Effectivement, quand on regarde le Soleil, il tourne vers la droite. Donc, c'est comme si on passait sur la gauche du Soleil. Je pense que c'est cohérent, oui. Puisque le Soleil va vers la droite, on a l'impression de passer à gauche du Soleil. C'est les aiguilles d'une montre, non? Oui, mais ça, tu raisonnes dans la vision du monde d'après Copernic et Kepler. Mais ce que voyaient les anciens… c'est le sens des aiguilles d'une montre. Oui, c'est le sens des aiguilles du monde, c'est sûr. Oui. Très simplement. Que l'islam a inversé dans le tawaf parce que la Kaaba, donc on tournait comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. L'islam, quand il est venu pour changer, il a préconisé en quelque sorte le sens inverse. Donc, il tourne maintenant autour du Kaaba dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Ah, d'accord, oui, c'est ça, je vais demander. Et c'est possible qu'il ait voulu se distinguer du pèlerinage bouddhiste en Perse qui était très actif au moment des débuts de l'islam en Perse. Parce que la Kaaba, c'était aussi… il y avait le pèlerinage à la Kaaba, c'était pas ça n'a pas commencé par l'islam, c'était déjà une tradition païenne. Oui, il y en a qui disent que c'était un temple de Shiva érigé par des marchands hindous. Mais ça, les musulmans, ils sont peut-être pas prêts à accepter ça, d'où la pierre noire. C'était une maison sacrée, et on faisait le pèlerinage à la Kaaba avant l'islam. L'islam a uniquement changé le sens oui. De ce qu'on appelle… Oui, c'est comme entre Beun et bouddhistes tibétains, ils ont inversé le sens. Ouais.
Mais une question, tu insistes beaucoup sur narine fermée, ouvrir la narine fermée, mais du moment que c'est un cycle naturel d'avoir une fermée et une ouverte, pourquoi inverser ce cycle? Oui, c'est ça, parce que régulièrement, on a la narine fermée qui est trop fermée à cause de l'anxiété. C'est comme la gorge. Hein, la gorge est fermée à cause de l'anxiété, le plexus aussi. Donc, il faut ouvrir tout ça pour sortir de l'anxiété. Donc, c'est shamatha. Hein, c'est-à-dire, c'est une concentration sur quelque chose de positif et qui nous fait du bien. Ce n'est pas vipassana. Dans vipassana, on observe les choses telles qu'elles sont, mais dans shamatha, on décide de faire quelque chose qui nous fait du bien. Là, ça nous libère de l'anxiété d'ouvrir la narine fermée, donc on décide de le faire, on le fait, on a les bénéfices. C'est une focalisation apaisante. Mais quand on observe le souffle naturel, donc on fait vipassana avec le souffle complètement spontané, on se détend, et quand on se détend, l'anxiété se détend, et quand l'anxiété se détend, la narine fermée s'ouvre. Donc on aborde la question de façon active par shamatha ou de façon passive par vipassana, le résultat est le même, il y aura une ouverture de la narine fermée. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, shamatha et vipassana, laquelle correspond au système parasympathique et laquelle au système sympathique? Alors, bon, c'est peut-être un peu rapide, mais ça correspond à peu près, oui, grosso modo, comme on dit. Ok, je passe maintenant aux questions tirées du livre et sur ce fameux Et chapitre. l'alternance des deux est très saine. On a besoin d'une alternance sympathique et parasympathique. Et l'alternance shamatha vipassana peut effectivement correspondre à ça. Je n'y avais pas pensé, mais finalement, c'est assez clair. Oui, on passe aux questions tirées de ton livre, la méditation laïque, et spécialement sur ce fameux chapitre sur les deux modes de méditation, observation Très bien, oui. et aussi la marche méditative. Tu dis à la page 110, le travail de la méditation consiste en trois choses. Comprendre notre mental, le modeler et le libérer, à la page 110. Et tu continues en disant, l'homme doit devenir un auto-instrument avec perfection. Ma question, un auto-instrument, par quel instrument? Pour quel est-ce traiter le mental par le mental? Ce que d'ailleurs Krishnamurti dit que c'est impossible de traiter le mental par le mental. Oui, donc, sa définition de la méditation, comprendre le mental, le transformer, le libérer, c'est une définition bouddhiste. Et ce qui est intéressant, c'est que Swami Nirgunananda, qui est un swami hindou, qui est depuis maintenant presque 40 ans dans l'ermitage de Dolshina, où moi-même j'ai passé 4 ans, il trouve que c'est une très bonne définition de la méditation. Il souscrit 100% à cette définition de la méditation, comprendre son mental, le transformer et le libérer. Et donc, on le comprend, on le transforme et on le libère à partir de ce qu'il y a au-delà du mental, qu'on pourrait appeler en termes simples la conscience supérieure, conscience qui est au-delà du mental et de l'ego. Mais ce que disent les bouddhistes, Theravada, c'est que cette conscience supérieure, ce n'est pas une conscience universelle, c'est une conscience individuelle supérieure et ça suffit pour obtenir la libération. Il n'y a pas besoin d'imaginer une conscience universelle. Mais les bouddhistes Mahayana, les Védantins, les hindous ont plus tendance à parler de conscience universelle, même s'il y a des nuances dans leur approche. Comprendre le mental, c'est pas l'observer et l'observer quotidiennement, pas uniquement durant la méditation. Oui, c'est ce que disent les grands sages, c'est ce que dit Tenzin Palmo. Par exemple, il y a un des 21 versets sur le suprême d'Atisha qui dit suprême et l'instruction spirituelle secrète
qui conseille d'observer sans cesse son propre mental. Donc, c'est l'alpha et l'oméga, la vie intérieure, observer sans cesse son propre mental. Et dans le christianisme, les pères du désert parlent de la garde du cœur et c'est tout le temps. Et à la fin de la journée monastique, à la fin des complis, on dit avant la nuit, fatres, sobriest tote et vigilate, frères, soyez sobres et vigilants, quoniam adversus noster diabolus, parce que notre adversaire, le diable, circuit querens quem devoret, circule en cherchant à qui dévorer. Donc, c'est la prudence, même pendant la nuit, des moines. C'est la vigile, la vigilance, c'est de rester réveillé même pendant la nuit. Rester réveillé, donc carrément ne pas dormir ou avoir un certain… Ou être conscient dans le demi-sommeil. Ramatirtha disait très clairement, on peut juger le progrès de notre pratique spirituelle quand on est beaucoup plus conscient et qu'on a beaucoup plus de maîtrise durant la nuit que les gens ordinaires. Parce que c'est plus difficile que dans la journée, parce qu'on est à moitié endormi, donc la maîtrise s'en va. Mais si on travaille bien, elle peut continuer à rester assez bonne, même quand on est 3/4 endormi. Donc, c'est un bon critère de progrès. Ça ne fait pas en quelque sorte diminuer la qualité du sommeil quand on est en même temps en train de dormir? Au contraire, parce que quand on est vigilant, on peut défaire toutes sortes de crispations parasites et notre sommeil est de meilleure qualité. Il est plus clair, voilà. Mais il y a un moment où il déconnecte, bien sûr. Le sommeil, c'est quand même une fonction physiologique importante, donc on déconnecte, mais comme on déconnecte dans un état détendu, le sommeil est de meilleure qualité, plus réparateur. Parce que normalement, on sait bien que scientifiquement, il y a deux genres de sommeil. Il y a le sommeil léger et le sommeil profond. Et là, au niveau du sommeil profond… Non, c'est 3 genres. Il y a le sommeil léger, le sommeil paradoxal où il y a les rêves et le sommeil profond. Donc, ça fait 3 types de sommeil. Oui, mais le sommeil profond, on n'a pas de vigilance à ce moment. Oui, ni même dans le rêve, à moins d'avoir le rêve lucide. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que ça, c'est des questions statistiques. C'est-à-dire, dans le sommeil profond, on a une majorité d'ondes de sommeil profond, mais on a aussi des ondes de sommeil paradoxales, aussi des ondes de sommeil léger et aussi des ondes d'éveil. Donc, quand on comprend ça, on comprend qu'on puisse garder une certaine vigilance, même dans le sommeil profond. Voilà, parce que ça bouge tout le temps. Et c'est une question statistique. Même dans la veille, on a des ondes de sommeil profond et on se dit, tiens, j'ai une absence, je ne savais plus où est-ce que j'étais, etc. Et on élimine ça, mais au fait, on a eu un petit coup de sommeil. Et ce qu'on remarque, qui complexifie encore la question, mais qui est très intéressant, on peut avoir des zones du cerveau qui dorment alors que d'autres fonctionnent. Par exemple, pendant les guerres d'Espagne, les soldats de Napoléon devaient faire tellement de kilomètres rapidement qu'ils marchaient en dormant. Donc, il y en avait 2 qui soutenaient celui qui dormait. Celui qui dormait continuait à marcher, mais il s'endormait au niveau du cerveau, mais les muscles de la marche étaient toujours réveillés. Donc, on peut dissocier et avoir des parties du cerveau qui fonctionnent, qui sont réveillées et d'autres qui dorment. Et donc, on dit qu'on a été absent. On reste debout, on ne tombe pas par terre, mais on dit, tiens, j'ai une absence, je ne sais plus où est-ce que j'étais, j'ai oublié par où je suis passé, etc. Même en voiture, on peut oublier complètement par où on est passé parce qu'on a fait les choses automatiquement et peut-être qu'il y avait une partie de notre cerveau qui dormait pendant que l'autre fonctionnait normalement. Ce n'est pas une sorte de somnolence, ça? De somnambulisme, tu veux dire? Oui, Chez les somnambules, oui. Ils ont une partie du corps qui fonctionne correctement et l'autre qui dort. Oui, c'est une forme de somnambulisme. Et donc, on s'aperçoit que c'est plus fréquent qu'on ne pense et il peut y avoir une partie du cerveau qui dort et d'autres qui sont réveillés en même temps. Mais, Jacques, je reviens à ce point. Tu parles de changer le mental par le mental. Krishnamurti dit que c'est paradoxal. Alors, non. Je dis changer le mental par la conscience supérieure.
ou plutôt traiter le mental par le mental? Non, je dis changer le mental par la conscience supérieure. C'est quoi la conscience supérieure? Ben, c'est celle qui peut justement observer le mental de l'extérieur et le diriger. Le mental de base, on sait ce que c'est, il est automatique, hein, il tourne en rond, il a des réactions qui sont très prévisibles, toujours les mêmes, mais on a une conscience supérieure qui permet de changer ça. Cette conscience est Le supérieure mental à de chacun, base, là? c'est aussi ce qu'on appelle le mental par défaut, et on l'a localisé dans le cortex singulaire postérieur. Hein, et donc, c'est le bavardage mental, en général plutôt négatif, égocentriste et plaintif. Et par contre, la manière dont on peut le maîtriser, c'est par un centre qui est dans le cortex préfrontal, donc, et qui est le centre de l'attention focalisée. Donc, dans notre cerveau, pour être schématique, il y a deux modes de fonctionnement, attention focalisée ou mental par défaut, et les deux sont en alternance, c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, l'attention focalisée, c'est en gros ce que j'appelle la conscience supérieure, et le mental par défaut, ben, c'est le mental ordinaire, non contrôlé. Conscience, je n'ai pas bien compris ce que ça veut dire. Donc, il y a un centre qui est au-delà du mental et à l'intérieur de chacun. Oui, c'est ça. Il y a un centre qui est au-delà du mental et qui contrôle, qui prend les décisions. Et puis, il y a le mental de base qui fait les opérations mentales de base. Et il est localisé Voilà. dans le cerveau, il est localisé dans un… Donc, le centre de décision, comme tous les centres de décision, c'est dans le cortex frontal ou préfrontal. Et puis, le mental habituel, le bavardage mental habituel, c'est le cortex, enfin, donc le cortex singulaire postérieur. Voilà, hein, donc ça, c'est des notions de neuroanatomie. Il y a donc, beaucoup de choses le qu'on peut cortex, localiser maintenant très tu parles du précisément. cortex qui est là au niveau du front? Alors, le cortex, c'est tout autour du cerveau. Et puis, donc, ensuite, on donne des noms à certaines zones du cortex. Donc, le cortex singulaire postérieur, je ne sais pas si c'est dans le lobe temporal ou frontal, ça j'ai oublié, mais en tous les cas, c'est une partie bien spécifique du cerveau. Et donc, à l'arrière de ce cortex singulaire, singula, ça veut dire qu'il fait une courbe, courbée comme une ceinture. Et donc, dans cette forme un peu comme une ceinture, à l'arrière, on a repéré que c'était là où il y avait le mental habituel qui faisait le bavardage, les associations souvent négatives du bavardage mental habituel. OK. Et à la page 112, tu cites Bouddha qui dit « Ce n'est pas loin que vous devez chercher. Ces cieux sublimes, à quoi servent-ils? C'est dans ces agrégats présents dans votre propre corps que vous trouverez tout cela. » Donc, c'est dans ces agrégats présents dans votre propre corps que vous trouverez tout cela. Et la question est, la méditation est-elle donc un simple travail sur le corps et le cerveau ancien des reptiles qui ne comprend pas même les paroles? Donc, on travaille sur le corps à ce moment uniquement? Oui, alors, c'est un travail sur le corps, mais qui n'est pas simple, parce que c'est tout le travail vers la libération et le nirvana. Donc, c'est un travail très important. Et l'idée, c'est de clarifier les racines corporelles des phénomènes mentaux, parce qu'à ce moment-là, on peut changer les phénomènes mentaux beaucoup plus facilement. Donc, par exemple, si on a l'avidité, ça amène les sensations vers l'avant, des mâchoires, des lèvres, vers aussi le ventre. Et donc, quand on a compris ça, on peut ramener les sensations vers l'arrière ou le milieu des mâchoires, vers le milieu de la cavité buccale, comme on fait dans le redressement de la langue de Ketchari Mudra. Et à ce moment-là, on s'éloigne de l'avidité parce qu'on a compris où étaient les localisations de l'avidité. On décide de les ramener vers l'arrière. Et à ce moment-là, on se libère de l'avidité. Et on peut faire le même travail pour la colère, pour la peur, etc. Pour les grandes émotions perturbatrices,
on repère leur localisation cérébrale et puis on les change un petit peu, on les fait aller plus en arrière, plus en avant. Et ce petit changement, des fois, c'est que 2-3 cm de changement, ça inverse une émotion perturbatrice en une émotion positive. Et des fois, j'appelle cette pratique déraciner l'arbre et le réenraciner un petit peu plus loin. Donc, c'est un travail, peut-être, on veut changer un arbre d'1 mètre, mais c'est un énorme travail parce qu'il faut retirer toute la terre autour des racines de l'arbre, déplacer l'arbre, puis ensuite remettre toute la terre. Donc, même pour déplacer un arbre d'1 mètre, c'est possible, mais c'est un très gros travail. De même, pour passer des émotions perturbatrices dans notre corps, les sensations, les racines corporelles, les émotions perturbatrices, pour les changer en racines corporelles d'émotions positives, et c'est un travail que de quelques centimètres, mais comme pour déplacer un arbre de quelques centimètres, c'est quand même un énorme travail. Comment c'est déplacé de 3 cm, c'est-à-dire l'opposé de cette émotion, il est tout Par près. exemple, si on a l'avidité, Oui. Oui, donc si on a par exemple l'avidité, c'est de vouloir prendre dans ses bras. Hein, donc, c'est des sensations dans les biceps. Ce sont les biceps qui permettent de plier les bras pour prendre dans ses bras. Et si on passe à la générosité, c'est d'avoir les bras grands ouverts. Et donc, on fait fonctionner les triceps. Et donc, au niveau sensation, on changera la sensation des biceps en sensation des triceps. Et c'est un changement de 2-3 cm, pas plus. Qui entraîne un mouvement opposé. Et ce mouvement opposé mène à l'émotion opposée. Ce travail au niveau des sensations du corps, normalement, ça me fait rappeler cette distinction entre cerveau de reptile, l'ancien cerveau qu'on a, et le cortex cérébral. Et on dit que le cerveau des reptiles, l'ancien cerveau, ne comprend même pas les mots. Il ne comprend que les sensations du corps. Donc, c'était quelque chose de très ancien avant que l'homme… Oui, il y a quelque chose comme ça, oui. Donc, grâce au Vipassana ou au Vedanta, on est très proche des sensations, mais en même temps, on apprend à prendre une distance vis-à-vis de ces sensations. Grâce à ces techniques, on comprend le cerveau reptilien et on peut le changer. Alors que quand on est au niveau des mots, déjà, on ne le comprend pas bien et on a guère de chance de pouvoir le changer. Ça, c'est fondamental. Et là, tu cites le Seigneur Bouddha qui dit, en parlant de l'observation du souffle, qui dit, si l'attention au souffle est cultivée et si elle est pratiquée régulièrement, même les dernières inspirations et expirations se dérouleront consciemment et non pas dans l'inconscience. À la page 112. Ma question, est-ce qu'il parle là de la mort, en quelque sorte, les dernières inspirations et expirations? Et peut-on avoir une mort consciente juste par observation du souffle? Oui, c'est le but d'avoir une mort en pleine conscience par l'observation du souffle. Donc, bien sûr, là, il parle de la mort. Et donc, le niveau de conscience qu'on a développé durant notre vie grâce justement à ces pratiques de l'observation du souffle, il sera maintenu a priori au niveau de la mort. Et c'est très important parce que dans la croyance hindoue-bouddhiste, la dernière pensée, la dernière conscience au moment de la mort décide de notre trajectoire entre les deux vies et notre réincarnation, comme un lance-missile décide de la trajectoire du missile ou un tremplin de malheureusement, ski décide de la trajectoire du skieur. Malheureusement, on n'a plus actuellement une mort consciente. La plupart des fois, les gens mourants, on leur donne on les fait dormir pour ne pas qu'ils… Oui, la morphine ou les tranquillisants. Ils meurent. Oui, alors, on peut dire que on peut modérer ça
en disant que voilà, ben, si la personne rentre en coma à cause de la morphine, au moins avant, il a eu un dernier moment de conscience. Et donc, on peut dire que c'est ce moment-là qui comptera. Et le reste, on ne compte pas. On peut s'en tirer comme ça. Toi, donc, tu es pour ou contre ce genre de pratique médicale, morphine, etc., actuellement pour apaiser, pour ne pas… Ben, j'ai vu la mort de mon frère d'assez près. Là, il est mort il y a 3 mois. Et lui, il faisait attention à ne pas prendre trop de morphine pour rester conscient. Et il est resté à peu près conscient jusqu'à un quart d'heure avant sa mort. Voilà. Donc, mais il était conscient que voilà, fallait pas trop mettre la dose maximum. Donc, il faisait attention à ne pas en prendre de trop. Donc, il souffrait, mais quand même, la souffrance était assez atténuée par la morphine. Et comme ça, il a réussi à rester conscient jusqu'à un quart d'heure avant sa mort. Donc, il n'était pas super conscient, il avait du mal à parler, voilà, parce qu'il avait un problème mécanique avec son cancer du poumon, mais il sentait quand même un certain nombre de choses et Donc, il il a pouvait même faire préféré des signes avoir de la montrant qu'il douleur quitte comprenait. à être un peu plus conscient. Oui, c'est ça. Donc, alors après, on va peut-être améliorer les choses et on pourra trouver des antalgiques très puissants qui laissent une conscience normale. Avec la morphine, c'est pas le cas. Hein. Si on prend trop de morphine, on rentre dans une sorte de coma, hein, de stupéfaction. Donc, voilà, on cherche encore dans ce domaine-là. C'est pas si simple. Et comment et pourquoi cette observation du souffle va nous mener à une mort consciente plutôt? Ben parce que c'est une habitude et la conscience du souffle, c'est la base du reste de la conscience. Et donc, si on a cette conscience du souffle au moment où on rentre dans la mort, ça veut dire qu'on a une mort consciente. Voilà. Et souvent, les sens externes s'éteignent, hein, on ne voit plus, on n'entend plus, on ne peut plus parler, mais le souffle est encore là. Donc, si on se raccroche à la conscience du souffle, on peut aller même au-delà de la perte des sens habituels. OK. À la même page, Jacques 112, tu cites ce que disait Ananda. L'ami est mort, le maître s'en est allé et tout ce qui nous reste, c'est l'attention tournée vers le corps. Et ma question, Oui, ça c'est l'attention, fondamental. C'est le résumé de tout l'enseignement du Bouddha. la question, l'attention tournée ou dirigée vers le corps, ne peut-elle pas avoir un effet secondaire comme l'augmentation du désir sexuel du moment qu'on a toujours l'attention vers le corps? Oui, alors c'est ensuite il faut c'est une attention active, hein. Donc on cherche à encourager les perceptions saines et décourager les perceptions malsaines. Donc c'est pas juste une attention passive. Et c'est pour ça le Bouddha est très clair. Il revient tout le temps à ça. Hein, l'intérêt, l'attention tournée vers le corps, c'est de défaire les agrégats qui sont comme des enchaînements de causes et de conséquences et qui nous amènent dans les émotions perturbatrices. Et justement, on dirige l'attention vers le corps pour pouvoir casser ces maillons. Hein, par exemple, l'agrégat qui mène de la perception à la réaction à la perception et puis ensuite à une volition qui est entraînée par la perception. C'est-à-dire, si c'est agréable, on aura tendance à suivre. Si c'est désagréable, on aura tendance à fuir. Et donc, à chaque fois, il y a des maillons à casser et c'est pour ça qu'on tourne l'attention vers le corps. Hein, le Bouddha disait qu'un bon méditant, il considère les agrégats comme une boule de fer chauffée à rouge et il ne va même pas approcher la main de ces agrégats. Alors que l'homme ordinaire, il met la main dessus et à chaque fois, il se fait brûler. Et comment, quel genre d'agrégats qui sont comme le feu, une boule? Ben, par exemple, si tu es pas conscient de ces agrégats, quand tu auras quelque chose d'agréable, tu le suivras automatiquement. Et quand tu auras quelque chose de désagréable, tu le fuiras automatiquement. Et on sera comme dans le cas du grand taureau. C'est une image que prenait Swami Vivekananda. En Inde, il y a des gros taureaux qui ont l'anneau dans le nez avec la corde et tu as des petites filles de 6 ou 8 ans, enfin, ou peut-être de 8 ou 10 ans, qui emmènent le gros taureau au champ. Et le gros taureau, bien sûr, il suffirait qu'il tire un peu sur la corde, il pourrait se libérer. Mais comme
tu es là? Apparemment. Jacques? Jacques? Est-ce que tu es là? Ben, on va attendre un peu le retour du docteur Jacques Vigny. Espérons qu'il aura la connexion vite fait. On attend toujours un peu le retour du docteur Jacques Vigny. Jacques?